Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour celles de ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cassandra, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Croque les mots. Et ici je parle principalement de livres et de culture geek et de découvertes culturelles. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un dernier point lecture de 2022. Je vais revenir sur les derniers livres que j'ai lus cette fin d'année. J'ai encore quelques lectures en cours, mais comme je pars en vacances dans quelques jours, je vous fais un petit point lecture finale avant de passer à mes vidéos préférées, les meilleures lectures de l'année. J'ai déjà fait un petit bilan sur Twitch à travers une tier list que vous verrez très prochainement en VOD, mais d'abord un point lecture sur ce que j'ai lu pour cette fin d'année. Et il y a du lourd, il y a pas mal d'illustrés, que des illustrés, non pas que des illustrés mais principalement. Et on va commencer tout de suite avec la saga Berserk de Kentaro Miura. Berserk est une série publiée depuis 1989 et elle compte à ce jour 41 tomes. Elle s'inscrit dans le genre de la dark fantasy, un sous-genre de la fantasy où l'ambiance est extrêmement sombre, l'univers assez pessimiste et le mal prend souvent le dessus sur le bien. Dans Berserk, nous suivons l'histoire de Guts, un guerrier à l'épée qui se met au service du chef de la troupe du Faucon, Griffiths, dans le but d'apporter la gloire à ses combats. Alors ça c'est un gros morceau puisque ce n'est pas qu'un tome que je vais vous présenter mais 41. Pendant très longtemps j'espérais faire une vidéo complète sur Berserk mais en fait j'ai pas eu un énorme coup de cœur sur la saga au point de vouloir en faire une vidéo dédiée. Je me sentais pas hyper légitime non plus étant donné que je suis pas hyper connaisseuse de l'univers du manga, etc. et que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Berserk, donc je me suis dit que c'était peut-être pas trop... Oh non, j'ai déjà plus de batterie. On nous a prêté cette année les 41 tomes et du coup j'avais trop envie de les lire, c'était trop dommage de pas aller jusqu'au bout de la saga alors que je les avais là. Pour vous situer un petit peu, Berserk c'est la saga la plus longue que j'ai pu lire en manga. Je n'avais pas lu autant de mangas dans une série et voilà, c'est la première. J'en ai entendu beaucoup de bien, énormément de bien, et j'ai découvert cette saga notamment quand je me suis intéressée aux Dark Souls, qui sont des jeux que moi j'adore, que j'aime beaucoup, et il y a énormément de références dans Dark Souls à Berserk, donc j'avais envie de voir pourquoi, quelles étaient ces références. J'ai vu que c'était vraiment un grand classique du manga, et voilà, j'avais très envie de les découvrir. Je vous mets le maximum de trigger warning autour de cette saga, c'est très violent, il y a beaucoup comment dire, de scènes assez crues, assez difficiles à lire dans tous les genres possibles, que ce soit de la torture, des scènes de sexe extrêmement agressives. Berserk c'est pas pour tout public, il faut le savoir quand même avant de commencer la saga, mais une fois la violence passée, on tombe quand même dans un univers absolument incroyable, avec des créatures et un bestiaire d'imagination absolument... fou et assez impressionnant. L'histoire commence in media res, c'est-à-dire en plein milieu de l'action, au sens propre comme au sens figuré. Ça c'est très important puisque ça va titiller notre curiosité pendant plusieurs tomes. On va pas trop savoir qui est Guts, notre personnage principal, on va essayer de comprendre qui il est, d'où il vient et pourquoi, et il va falloir quelques tomes pour pouvoir le découvrir. Guts est toujours accompagné d'une énorme épée, il va être accompagné d'un petit elfe tout innocent, tout mignon, et c'est un peu notre représentation, notre projection de lecteur et de lectrice, puisque on va entrer dans cet univers peut-être un peu naïvement, on va poser plein de questions à l'instar de l'elfe, et j'ai trouvé que c'était très ingénieux narrativement, c'était très malin de faire ce choix-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous raconter l'histoire dès le début, on ne va pas nous expliquer ce qui se passe, on ne va pas arriver tout de suite dans l'enfance de Guts, pas du tout. On va avoir ce récit qu'on prend en cours de route, et finalement qu'on va aussi terminer en cours de route, puisque comme Kentaro Miura est décédé en 2021, on va aussi lâcher ce récit d'une certaine manière, de la même manière qu'on l'a pris, en plein milieu comme ça d'un destin, d'un personnage assez impressionnant. J'ai beaucoup aimé, on va dire, certains cycles. La saga est découpée en plusieurs cycles. Du tome 1 à 13, j'ai trouvé que c'était hyper prenant, hyper intéressant. Il se passe un événement emblématique dans le tome 13. Du tome 13 à 19, j'ai eu beaucoup de mal à avancer. Honnêtement, j'ai fait une grosse pause à ce moment-là. J'avais très envie de continuer, mais j'avais un petit peu du mal. Pour le cycle de l'Inquisition, donc à peu près du tome 19 à 24 je crois, ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant. Et à partir du tome 25 à genre 40, 41, j'ai trouvé ça incroyable et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Je trouve d'ailleurs qu'à partir du tome 30, le livre se rend ou se veut peut-être plus accessible.
notamment parce qu'on va retrouver à partir du tome 30 des petits résumés de qui sont les personnages en début de livre. Forcément, chaque publication a peut-être 2 ou 3 ans d'écart avec la précédente. Donc il va y avoir une présentation des personnages, un petit résumé. Il va y avoir aussi des nouveaux personnages à partir du tome 30, des personnages plus jeunes, donc qui vont encore une fois renouveler et apporter un bol d'air frais. Et croyez-moi, un bol d'air frais, quand vous lisez Berserk, il y en a besoin parce que c'est extrêmement lourd, pesant, sombre, difficile, il se passe des choses affreuses. On va suivre Guts dans sa quête, dans une quête de vengeance. Il va rencontrer des personnes auxquelles il va s'attacher et pour qui il va vouloir se battre. Je vous en dis pas plus, je me suis vraiment lancée complètement sans en savoir bien plus dans Berserk, et c'est quand même un monument du manga. J'ai beaucoup aimé, mais pas autant que ce que j'espérais, notamment pour ces fameux tomes 14 à 20 à peu près, où j'ai eu un petit moment à creux. Je pense que c'est ça qui m'a un peu freinée dans ma lecture et que j'ai eu un peu de mal à avancer. J'aime beaucoup la fin. Pour celles et ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas une fin définitive. On sent que le manga n'est pas terminé au tome 41. Bien entendu, on va dire que la grosse quête principale est laissée en suspens. Mais finalement, comme je vous le dis, un petit peu comme à partir du tome 1. Mais il y a quand même une sorte d'arc qui se finit, une sorte de cycle qui peut se terminer. Et c'est en ça que je vous conseille de lire, en tout cas jusqu'au tome 41. C'était très très chouette. Voilà, je vous conseille d'aller vous renseigner un petit peu plus sur la saga si vous voulez en savoir plus, notamment la vidéo de HAL 236 est super, comme d'habitude, elle est très chouette. Il faut quand même savoir qu'elle spoil énormément, forcément, puisque c'est une vidéo hommage à Berserk. Il va jusqu'au tome 37, puisqu'à l'époque, je crois qu'il en était au tome 37 ou 38, lorsque HAL 236 a sorti sa vidéo. Et voilà, si jamais ça peut vous donner une idée de l'univers, c'est quand même une grosse aventure dans laquelle on s'embarque et je suis extrêmement contente et fière de l'avoir découverte. Voilà, donc pour ma découverte des mangas, pour moi qui lis pas énormément de mangas, j'ai trouvé que c'est quand même très chouette. J'ai été époustouflée par les détails. Là, clairement, il y a des détails foisonnants partout, sur chaque planche, c'est sublime. C'est pas du tout un manga que vous allez lire en 15 minutes. Hein. Clairement, chaque planche est une œuvre d'art. On pourrait l'exposer en grand, ce serait absolument magnifique. On a envie de passer du temps devant chaque détail, c'est soigné, c'est peaufiné. Les détails sur les armures sont impressionnantes. On est dans de la dark fantasy, dans une fantasy assez sombre, médiévale fantasy. On va avoir beaucoup de chevaliers et quand vous regardez les armures, ils ont tous des armures différentes avec des petits détails qui les différencient. C'est impressionnant. Donc ça, gros coup de cœur pour les illustrations. C'est extrêmement dense à lire. Je trouve que jusqu'au tome 30, il y a beaucoup de textes. Je le lisais en parallèle du bateau de Thésée et vraiment la différence était flagrante. Donc vraiment, on en a pour un bon moment de lecture. Ça se raréfie un petit peu à partir du tome 30 où on va être beaucoup plus dans la contemplation avec beaucoup plus de doubles pages extrêmement belles. Voilà, mais sans texte, donc on va avancer peut-être un peu plus vite. Voilà, je vous laisserai découvrir Berserk par vous-même si ça vous intéresse. Je suis très contente de l'avoir découvert cette année. Ça a été un grand moment de lecture pour moi, parce que ça m'a tenu du mois d'août jusqu'au mois de décembre quand même. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir découvert. Je me suis acheté le tome 41, c'est le seul que j'aurai dans ma bibliothèque, mais comme un petit souvenir de ma lecture, ça me fait très plaisir. Je n'aurais pas acheté les 41 tomes, je pense. Mais voilà, avoir celui-ci, ça m'enchante. Ensuite, je voulais vous parler d'une bande dessinée dont j'ai entendu beaucoup de bien, que j'avais découvert aux Imaginales sur la salle des bandes dessinées. Il s'agit des 5 terres de Llywelyn et Le Recollet, et c'est aux éditions Delcourt. Ce n'est un secret pour personne. Le vieux roi Cyrus, héros de la bataille de Drakenor, est mourant. Son neveu Irus, jeune tigre brutal et ambitieux, et successeur désigné du roi, rêve d'imposer sa loi au reste des 5 terres. Mais comme toujours chez les félins, rien n'est simple et le trône est l'objet de toutes les convoitises, tandis que dans les royaumes voisins, on observe la situation, prête à fondre sur Angléon au moindre faux pas. Si vous aimez Game of Thrones, cette BD est faite pour vous. Vraiment. On est sur une quête de pouvoir dans un monde médiéval fantasy, des quêtes de pouvoir entre des familles, entre des clans. On me l'avait décrit comme le Game of Thrones de la bande dessinée et c'est très sincèrement juste. On va avoir donc plusieurs familles qui se battent pour le pouvoir et c'est la famille des tigres qui sont en train de diriger la capitale. Elle a un petit côté antiquité romaine peut-être. Voyez, c'est à flanc de falaise. Les dessins sont somptueux, c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup le fait que chaque famille soit représentée par des animaux. Ça va être vraiment le parti pris dans cette bande dessinée. Les personnages sont des animaux et leur caractéristique est très importante puisque leur race animale fait qu'ils appartiennent à un clan, à une famille en particulier. Et il va y avoir comme ça des
des tensions entre chaque famille en fait. Et finalement, c'est pas sans rappeler Game of Thrones aussi dans les blasons. Vous vous souvenez peut-être pour les Lannister, c'était les lions, pour les Stark, c'était les cerfs, je crois. Bon, bah là, c'est un petit peu le même style, sauf que les animaux sont incarnés. C'est vraiment super. Le rythme est assez soutenu, dans le sens où les événements peuvent se passer un petit peu vite, parfois un peu trop vite, je pense, par rapport notamment à la fin du tome 1 et du tome 2, j'ai trouvé que c'était parfois un peu précipité, mais le ton est super, les personnages sont hyper intéressants, j'ai hâte d'en savoir plus. Il y a beaucoup de tomes prévus de ce que j'ai compris, il y a plusieurs cycles, donc vraiment on se lance dans quelque chose de assez vaste et assez grand. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez les quêtes de pouvoir, les tensions entre de grandes familles, entre de grands clans comme ça, si vous aimez les belles bandes dessinées aussi, c'est une très bonne idée de lecture ou une très bonne idée cadeau également. J'ai lu une autre bande dessinée pour laquelle j'attendais beaucoup, il faut que je lise encore le tome 2, mais là je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, il s'agit du Château des Animaux, le tome 3 est sorti au mois de novembre, c'est aux éditions, les éditions Casterman, et c'est de Delep et d'Horizon. Rire, c'est déjà ne plus subir. Quelque part dans la France de l'entre-deux-guerres, niché au cœur d'une ferme oubliée des hommes, le château des animaux est dirigé d'un sabot de fer par le président Silvio. Secondé par une milice de chiens, le taureau dictateur exploite les autres animaux, tous contraints à des travaux de peine épuisants pour le bien de la communauté. Miss Bengalore, chatte craintive qui ne cherche qu'à protéger ses deux petits, et César, un lapin gigolo, vont s'allier au sage et mystérieux Azélar, un rat à lunettes, pour prôner la résistance à l'injustice, la lutte contre les crocs et les griffes par la désobéissance et le rire. C'est une réécriture de La ferme des animaux de George Orwell. Alors ça va un peu plus loin dans l'histoire, notamment apparemment au niveau du tome 2, de ce que mon compagnon m'a dit. Le tome 1 est vraiment une réécriture du récit de George Orwell, qui est un récit que moi j'affectionne beaucoup, mais que j'ai trouvé très dur à lire en bande dessinée. Je l'ai trouvé vraiment violent, il m'a mis très mal à l'aise, mais il est très bien fait. C'est simplement que je ne m'attendais pas à ce qu'il colle autant à l'œuvre originale. Je pensais lire complètement autre chose et en fait non. Donc c'est en ça que ma lecture a été un petit peu plus mitigée, mais vraiment c'est quand même une très très bonne bande dessinée. Hormis mon avis très subjectif par rapport à mon ressenti, je trouve que la BD est super, c'est une très bonne approche pour découvrir le texte original. Et puis comme le texte en éloigne, c'est aussi très très chouette. On est toujours sur une bande dessinée dans laquelle les animaux vont incarner des personnages. Les dessins sont hyper beaux. Moi je suis extrêmement fan du style graphique de cette bande dessinée. C'est lumineux, c'est clair, c'est joli, c'est des belles couleurs, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas violent. Là encore une fois, on a vraiment des quêtes de pouvoir entre des animaux qui en assujettissent d'autres. Voilà, si vous avez déjà lu La ferme des animaux, vous connaissez un petit peu, vous comprenez l'idée, on va avoir des animaux qui vont vraiment avoir la dominance sur d'autres. On va avoir comme ça donc des rébellions qui vont essayer de se mettre en place. C'est un très chouette livre, un très beau livre aussi en tant que bande dessinée, je vous le conseille vraiment. Mais voilà, sachez juste que ça colle fort à l'univers d'Orwell et donc de La ferme des animaux. Moi je m'y attendais pas autant, j'étais un petit peu désarçonnée par rapport à ça, mais on m'a dit que le tome 2 allait plus loin, donc je me fais une joie de le découvrir. Ensuite, je veux vous parler bien entendu de notre lecture de la veillée lecture. Comme vous le savez, peut-être chaque mardi à 20h30, je fais une veillée lecture sur Twitch. Ce sont des rendez-vous hebdomadaires où on va parler de livres, de littérature. On va pouvoir échanger autour de nos lectures. Et très régulièrement, je fais des lectures à voix haute d'œuvres. Ces dernières semaines, j'ai lu en live donc L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Si ça vous intéresse, j'ai mis tous les replays sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller écouter. C'est pas aussi qualitatif qu'un livre audio, ça c'est certain. Je peux échanger avec vous en fait. L'idée c'est de pouvoir échanger dans le chat avec vous des chapitres qu'on est en train de lire. Donc ça c'est très très chouette. Moi je n'avais jamais lu L'île au trésor. J'avais lu en fin d'année dernière L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde. Non, en début d'année. Je vous en avais parlé en début d'année. J'ai commencé mon année avec Robert Louis Stevenson et je l'ai fini. J'avais adoré La planète au trésor de Disney. Je l'avais découvert assez tard, je l'avais découvert l'année dernière. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en commençant L'île au trésor, honnêtement, je ne me souvenais plus de rien. Mais vraiment, j'ai redécouvert l'histoire, j'ai revu le Disney entre-temps. Je trouve que c'est une très chouette adaptation, une très bonne adaptation. L'île au trésor, on est sur un roman feuilleton qui a été publié, je crois, au 19e siècle. Oui, c'est ça, au 19e siècle.
Donc un roman feuilleton, ça se sent un petit peu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus vers le roman feuilleton, je vous redirige vers la vidéo que j'ai faite autour de ce format-là, qui était un format très populaire au 19e siècle avec l'essor de la presse notamment, et qui consistait à publier des textes dans les journaux pour faire un peu comme un rythme de série télé. Voilà, on pourrait comparer ça à la série télé aujourd'hui. Ça se sent un petit peu ici dans certains chapitres de l'île au trésor. J'ai trouvé que le troisième quart était un petit peu longuet. On est sur une aventure vraiment prenante où on va suivre Jim Hawkins qui est un jeune adolescent. Ses parents tiennent une auberge. Un jour, un homme étrange va arriver. Cet homme va mourir dans cette auberge et va laisser une carte au trésor pour aller sur l'île au trésor. Jim Hawkins, avec l'aide du docteur Livesey, je crois, et du capitaine, je n'ai plus le nom du capitaine, vont monter une embarcation pour aller sur l'île au trésor avec plein de rebondissements au sein de son équipe. Ce qui est assez drôle, c'est que je ne m'attendais pas à ce que l'histoire prenne autant de temps à avancer et j'ai été assez surprise du rythme, honnêtement, mais j'ai trouvé ça très chouette à lire, assez fluide. Ça manquait peut-être un petit peu de description, mais j'ai passé tellement un bon moment à lire ce livre en live que j'en garde un chouette souvenir. J'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé les dénouements. Voilà, un petit peu de longueur et un petit manque de description à mon goût, mais c'était très très chouette. J'aime énormément ce que fait Robert Louis Stevenson. J'avais adoré l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde et je vous les conseille, c'est des chouettes classiques. Honnêtement, je suis assez surprise par contre qu'on le donne à lire à des jeunes collégiens parce qu'il y a plein de mots qui sont quand même assez compliqués à comprendre, des mots propres au vocabulaire du voyage maritime, propres à l'époque. Et j'ai été assez surprise, j'ai été assez ébobie, voilà, ébobie, mot que j'ai appris grâce à l'île au trésor, qui veut dire surprise, étonnée, voilà. J'ai été ébobie à l'idée de voir tous ces mots un petit peu complexes et je comprends que le lire jeune, adolescent, peut surprendre et peut peut-être faire un petit peu peur. Voilà, moi j'ai pas eu l'occasion de le découvrir au collège, mais j'ai trouvé que c'était pas non plus le plus évident quand on découvre la littérature classique, mais c'était quand même très très chouette, en dehors de ces petits mots de vocabulaire un peu pénibles, un peu, pas pénibles évidemment, moi j'adore découvrir des nouveaux mots, mais un petit peu ardus comme ça, voilà, vous voyez. Et ben, à part ça, j'ai trouvé que c'était une superbe aventure et voilà. Donc ça c'est tout pour mes lectures terminées. J'ai quand même des lectures en cours que je vais embarquer avec moi en vacances. Je vous les cite rapidement. Je lis tout d'abord Flatland maintenant pour ma vieille lecture. Flatland, c'est un ovni littéraire. Vraiment, c'est un livre qui a été publié au XVIIIe siècle, je crois, par Edwin Abbott, je crois, quelque chose comme ça. C'est écrit par un théologien, professeur de théologie qui s'est retiré de son université pour pouvoir écrire, et dans une œuvre satirique, il va dénoncer l'époque victorienne dans laquelle il vit, la société victorienne dans laquelle il vit. On est sur un livre hyper particulier puisque tout se passe dans un monde en 2 dimensions. Nous sommes à Flatland, donc le plat pays, et notre personnage principal est un carré, voilà, et il va nous raconter l'histoire de Flatland, comment le monde existe, comment le monde vit avec ces femmes qui sont des droites, ces religieux qui sont des cercles, ces nobles qui sont des polygones à plein de faces, ces ouvriers qui sont des triangles isocèles, voilà, on va nous raconter tout ça. C'est hyper intéressant à lire, ça dénonce, vraiment, je trouve que c'était... il y a des moments où je me suis posé la question de est-ce que c'était la pensée de l'auteur ou est-ce que c'était une manière de dénoncer, et en allant lire un petit peu des articles au sujet du livre, non, c'est une satire de l'époque, donc ce ne sont pas les pensées de l'auteur justement, il cherche à choquer avec ça et ça fonctionne, vraiment. C'est vraiment un livre hyper particulier, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil si vous n'en avez jamais entendu parler, parce que pour ma part je ne l'ai découvert que cette année et j'ai trouvé que c'était un livre absolument formidable, donc ça on le lit en veillée lecture en ce moment. On arrive bientôt à la 2e partie, et si vous voulez, la première partie se résume hyper facilement, donc si vous avez envie de participer à la veillée lecture et de connaître la suite de Flatland, donc la 2e partie, ce sera en début d'année 2023. Ma 2e lecture en cours, c'est La mer sans étoiles. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, que j'écoute en audiobook avec Nextory. C'est un livre que j'adore, que j'aime beaucoup. L'histoire est celle d'un adolescent qui étudie à l'université les médias et les jeux vidéo. Un jour, il va à la bibliothèque, il va emprunter un livre qui s'appelle Doux chagrin, et il va se rendre compte que ce qu'il est en train de lire représente des pans de sa vie.
il va y avoir un chapitre où c'est tout un souvenir de son enfance, il va y avoir un autre chapitre où c'est tout un moment où il est en train de lire ce qu'il est en train de lire, enfin voilà, quelque chose assez imbriqué, comme ça on va avoir toute une série de récits imbriqués. C'est un livre parfait pour les amoureux et les amoureuses de livres, de mystères, de secrets. C'est un roman qui est écrit par Erin Morgenstern, qui était aussi l'autrice de Le Cirque des Rêves, du Cirque des Rêves, que j'avais lu il y a des années de ça, au tout début de ma chaîne Booktube. Et finalement, quand je suis arrivée à la médiathèque et que j'ai vu ça sur la table des nouveautés, j'ai pas pu craquer, ça a été le coup de foudre. Je me suis assise sur un fauteuil, j'ai lu le prologue et le coup de foudre s'est prolongé. Et c'est presque un coup de cœur, c'est vraiment un livre énorme. Et j'avais beaucoup aimé Le Cirque des Rêves, j'en avais gardé un très bon souvenir. Je passe encore un meilleur moment. Je suis très contente de cette lecture en cours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire ou à partager cette vidéo si vous avez découvert des livres que vous ne connaissez pas, ou si, grâce à cette vidéo, votre pile à lire ou votre wishlist a peut-être augmenté d'un livre si vous avez découvert des livres qui vous tentaient. Moi, j'ai été ravie de vous partager mes dernières lectures de cette année. Vraiment, j'ai passé une très très chouette année de lecture avec très peu de déceptions. Vous allez le voir dans ma vidéo tier list et dans ma vidéo top et flop 2022. J'ai eu vraiment peu de déceptions. Ça a été une super année de lecture et j'espère que ce sera la même lancée pour 2023. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!